Alors peut-être qu'on va commencer par les présentations avant d'introduire ce webinaire. Laurent, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Laurent Davoust. Alors, de manière assez synthétique, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui a travaillé dans la finance de marché pendant plus de 11 ans maintenant, avec une double casquette à la fois risque de marché et développement IT. Donc sur le risque de marché, hein, j'ai travaillé pour plusieurs personnes comme EDF et Aptimum, qui est une fintech. Donc dans les deux cas, c'était pour de l'asset management. Alors côté Aptimum, la partie développement IT a été assez forte puisque je faisais le support du logiciel chez les différents clients. Je développais aussi les applications dans le cadre de cette fintech pour les déployer chez les clients, donc récupération des besoins, développement, etc. Et ensuite, j'ai été chez Société Générale, donc côté salle des marchés, où là, le risque de marché, c'était matérialisé par les calculs d'ajustement de valorisation, qui sont en fait des calculs pour ramener à la juste valeur ou à des valeurs prudentielles tous les books des traders. Donc, on utilise toutes les métriques de risque de marché dans ce cadre-là. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans une banque de cette taille-là, il y a beaucoup de deals, beaucoup de traders, donc il faut utiliser des outils informatiques euh, pour gérer la donnée et effectuer ces calculs. Donc c'est pour ça que ma double casquette, hein, on m'appelle des fois Mario et Luigi. Cette double casquette, elle est très forte chez moi. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir discuter avec vous en fait du Python, puisque le Python, c'est quand même un langage de programmation qui monte en puissance. Et sur ces 11 années, j'ai vu d'autres langages, donc ce sera l'occasion aussi de discuter des différents langages. Merci beaucoup, Laurent. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne va pas parler de serpent, mais on va parler de langage informatique et du langage informatique qui est devenu la référence dans l'industrie financière notamment. Ce webinaire, en fait, s'inscrit dans une série d'événements proposés par le CFA Society France autour de la technologie et de l'IA dans l'industrie des services financiers. Euh, et sans plus attendre, on va commencer par introduire, en fait, qu'est-ce que ce langage, pourquoi il est important et usité dans notre industrie avec Laurent. Laurent, je te laisse poursuivre. Merci Sébastien, merci pour cette introduction. Déjà, je commençais juste par vous remercier de l'organisation de ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran comme ça pour que vous ayez accès à la présentation. Est-ce que le partage est bien effectif? Oui, on voit bien ton écran, Laurent. Donc, on aura en fait, durant ce webinaire, et je dirais même ces webinaires, il y aura le deuxième tome la semaine prochaine, à la fois la volonté de traiter le curriculum du CFA Institute, qui a récemment en fait souhaité avoir des modules un peu plus pratiques, et le Python en fait partie. Donc, Laurent parlera de ce qu'il y a dans le curriculum et ce que vous devez savoir en tant que candidat au CFA. Et puis, on essaiera aussi d'illustrer avec des applications métiers, des applications business au quotidien. Donc, à la fois quelque chose proche du CFA, du curriculum, mais aussi quelque chose de pratique, très métier. C'est la volonté de ces deux webinaires. Exactement. Alors, quelques petites bonnes pratiques pour commencer ce webinaire. Vu qu'on est nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En bas, vous avez une section Q&R ou Q&A, hein, si vous êtes en anglais. Donc, vous pouvez poser vos questions dedans. On répondra à ces questions. Je répondrai à ces questions en fin de session. Donc voilà, ce sera à la fin qu'on fera les réponses. Et les supports vous seront transmis par un lien à la suite de ce webinaire par mail. Donc vous pourrez accéder au support et bien entendu aux différents codes qu'on va traiter aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pendant cette heure? On va faire un petit tour d'horizon sur le Python et en particulier, on va voir que
Python est devenu populaire aujourd'hui. Et cette popularité, il y a des raisons, parce que Python a des avantages, des inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est la popularité de Python. Comment il est monté aujourd'hui dans les top langages de programmation en finance de marché. Pourquoi aujourd'hui on peut le comparer à du VBA et du C# et que dans certains cas, il va être beaucoup plus intuitif de l'utiliser, hein, notamment sur les métiers opérationnels. On va voir aussi ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec du Python. On peut faire énormément de choses, ce qui est assez intéressant. Il y a une grande vague, il y a un large spectre de packages en Python, donc on va revenir dessus. Et enfin, en fonction de votre niveau, comment on peut apprendre le Python et comment on peut automatiser ces processus du quotidien. C'est la dernière section, et là, on va revenir aussi sur les différents curriculums du CFA. Alors, pourquoi je présente ce webinaire? On en a déjà un petit peu parlé juste un instant. C'est ma double casquette risque de marché et développement IT. Et dans mes différentes expériences, que ce soit en fintech ou dans des grandes banques, j'ai pu voir différents langages de programmation. Donc, ce webinaire est largement construit autour de mon expérience et de ce que j'ai pu voir dans mes différentes expériences professionnelles. Donc, quand je vais comparer différents langages de programmation, c'est des langages de programmation sur lesquels j'ai travaillé et dont je connais les avantages et les inconvénients. Je ne vais pas parler de certains langages de programmation comme R ou MATLAB ou C++, ce ne sont pas des langages sur lesquels j'ai de l'expérience, donc je ne vais pas parler de ces langages-là. Et je vais essayer le plus possible de parler de l'expérience et de ce que j'ai pu voir. Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est pourquoi Python est devenu populaire. Et en fait, il faut se ramener dans l'histoire. Il faut se rappeler que Python a été créé par un monsieur qui s'appelle Guido. Et Guido, en 1989, à Noël, il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, aujourd'hui, faire du code, c'est compliqué. En 1989, je remets en contexte, on n'a pas Windows XP, on n'a pas Windows 10, on est sur Windows 3.0. C'est un peu archaïque. La nouveauté de Windows 3.0, c'est le bloc-notes. Donc, on est loin de ChatGPT et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il nous dit, en fait, créer un code, c'est compliqué. Ce qui existe aujourd'hui, c'est du C. C'est du C++ qui vient de sortir. C++, c'est 1985. Donc, je me dis, enfin Guido se dit, OK, on va créer un langage de programmation qui va être simple et on peut déployer des scripts rapidement. C'est comme ça qu'est né un Python en 1989 pendant la semaine de Noël par Guido. Si on prend des langages très populaires aujourd'hui comme le C# ou le Visual Basic, le C# est arrivé en 2001, le Java en 95 et le Visual Basic en 91. Donc on est après Python. Donc Python est un précurseur sur tous ces langages qui aujourd'hui sont assez connus et assez simples d'utilisation. Pour la petite anecdote, ceux qui se demandent d'où vient le nom, ça ne vient pas du serpent, encore une fois, mais ça vient du fait que le fondateur, le créateur de Python, était fan d'une série anglaise qui s'appelle Monty Python. Et il a choisi ce nom pour nommer ce langage. Donc voilà, ce langage vient de quelqu'un qui s'ennuyait un peu à Noël et qui était fan d'une série télévisée. Donc c'est plutôt cool le Python en fait. Exactement. Exactement. Et tous les logos sont maintenant en serpent, mais du coup ne font pas malheureusement référence à cette série. Alors, sur le Python, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, quels sont les avantages et quelles ont été les volontés de Guido? La première chose qu'il nous a dit, c'est qu'il veut quelque chose avec une syntaxe claire et concis. Ça signifie quoi? Ça signifie que on va éviter d'écrire beaucoup de code. C'est ça que ça signifie, le C, le C++. Vous avez des accolades partout, faut définir le début, faut définir la fin. C'est assez lourd. Donc le Python, première idée, c'est quelque chose de clair et simple. Alors pour faire quelque chose de clair, il s'est dit, un des avantages qu'ils voyaient à l'époque, c'est que les développeurs n'étaient pas forcément rigoureux et qu'ils indentaient pas en fait leur code. Alors indenter, ça signifie quoi? Ça signifie mettre de l'espace pour montrer des blocs. Il s'est dit, en fait, autant créer quelque chose qui soit
directement indenté et ça va faire la syntaxe. Donc le Python, c'est quelque chose qui est indenté. Donc à chaque fois que vous allez avoir des conditions ou des boucles, automatiquement, vous allez avoir des décalages dans vos lignes de code et directement, en termes de lisibilité, ce sera très simple. Ce qui arrive à la conclusion que le Python va être un langage simple à lire et aussi facile à apprendre. Parce que dès lors qu'on a compris que tout se fait par indentation, derrière, il n'y a pas de complexité sur le langage. Le fait d'être concis, ça signifie qu'il est facile à implémenter. On va coder très rapidement et ça va être aussi ajouté par des modules externes. Donc on a aujourd'hui un site qui s'appelle PyPy. PyPy, c'est un référentiel avec plein de modules. Il y en a plus de 200 000. Donc ça peut répondre à vos problématiques. Si demain vous voulez faire de la valorisation de produits dérivés, il va y avoir un module. Si vous voulez faire du risque, il va y avoir un module. Vous voulez faire un site internet, il va y avoir un module. On va en voir quelques-uns juste après. C'est développé en open source et par des gens. Donc derrière, il y a une volonté aussi de communauté de, de faire évoluer ce langage de programmation et de proposer de plus en plus de choses. Par exemple, un des derniers packages qui existent aujourd'hui, c'est un package qui permet de se connecter directement à ChatGPT et d'interagir avec ChatGPT. C'est très récent puisque ChatGPT est en récent. Alors, Python, en tant que langage de programmation, a ses avantages. Et sur la partie financière, on va avoir deux avantages sur ce langage. C'est que, un, c'est une vraie plus-value sur le CV. Aujourd'hui, les offres d'emploi cherchent de plus en plus Python. Si vous prenez une offre d'emploi, il y en a une sur deux, et que vous êtes sur un secteur risque quantitatif qui vont exiger du Python. Là où moi, quand j'ai commencé sur le marché du travail en 2015, c'était plutôt le VBA qui était mis en avant. Donc il y a vraiment eu un switch entre le Python et le VBA, et de plus en plus, les entreprises remplacent en fait le VBA par du Python. Pour des raisons en fait de maintenance et que Python aujourd'hui est maintenu là où VBA est un peu obsolète. Alors ça, ce sont les avantages de Python, donc simple, rapide et facile à lire. Python, bien entendu, a des désavantages. Le premier, et ça, on entend vraiment tous les opérationnels s'énerver là-dessus, c'est que c'est dur à déployer. Qu'est-ce qu'on appelle le déploiement? C'est que j'ai fait mon code chez moi. Une fois que j'ai fait mon code chez moi, je le donne à quelqu'un d'autre. Le fait de donner ce code-là à quelqu'un d'autre, il y a des langages de programmation qui sont assez simples. On a un petit exé, on le donne à son copain, ça marche très bien. En Python, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut installer un Python chez quelqu'un d'autre. Il faut s'assurer des mêmes versions. Il faut s'assurer que tous nos packages externes sont les mêmes sur les deux ordinateurs. C'est un peu plus lourd. Alors, il y a des petites conventions, il y a des façons de faire. Il faut se former là-dessus. C'est possible, mais il faut savoir que c'est un peu plus dur à déployer qu'un Excel avec VBA. Donc ça, c'est le premier, on va dire, inconvénient de Python et qui est sans doute le plus gros de Python. Le deuxième, c'est que Python est un langage interprété. Ça signifie quoi un langage interprété? Ça signifie que le code que vous transmettez du coup à Python, il va être retranscrit en langage machine à chaque fois que vous l'exécutez. Ça prend un peu plus de temps que des langages qu'on va dire dits compilés, qui sont des langages, une fois qu'ils ont été transformés en langage machine, ça tourne, on refait plus ce process-là, on gagne du temps. Et du coup, le désavantage d'un langage interprété, en général, c'est que c'est plus lent que des langages compilés, même en exécution une fois dedans. Mais bon, ces lenteurs-là, en tant qu'utilisateur, dans 95% des cas, on ne va pas le sentir, et ça, c'est plutôt un avantage. Alors, pour parler de la popularité de Python, il y a un indicateur qui est assez intéressant qui s'appelle le TIOB, l'indice TIOB. C'est un indicateur de popularité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont récolter sur Internet le nombre de pages qui vont traiter d'un sujet de programmation, donc Python, C, C++, Java, etc. Et chaque mois, ils vont faire un classement de ces langages de programmation et voir si, en fait, il y a des évolutions en termes de nombre de pages disponibles sur Google et compagnie. Ce qu'on remarque, c'est que depuis au moins 5-6 ans, Python est le numéro 1. Donc, la communauté autour du langage Python est la plus forte en termes de langage de programmation. Derrière, on va retrouver des langages un peu plus anciens et un peu plus
un peu plus solide sur la partie ingénierie, ingénierie informatique et le C, le C++. Et derrière, on va avoir des Java et des C Sharp qui sont des langages aussi pas mal utilisés dans l'industrie financière, notamment sur les parties informatiques. En ce moment, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur cette dernière année, celui qui monte de plus en plus en termes de rating, c'est le C Sharp, puisque Microsoft est de plus en plus investi sur ce langage de programmation. Par contre, le Visual Basic, qui intègre aussi le VBA, lui, il a de moins en moins de pages ajoutées chaque année, puisque on voit que justement les banques et les différentes boîtes commencent à décommissionner le VBA de plus en plus. Donc voilà un petit peu sur la popularité de Python, et cet indice-là montre aussi que c'est populaire. On peut aussi regarder sur les offres d'emploi, on voit que le nombre d'offres d'emploi avec Python augmente aussi depuis ces 5 dernières années. Alors, une fois qu'on a parlé des avantages de Python, il peut être intéressant de le comparer aux autres langages. Donc, je vais revenir sur 3 langages qui ont été majeurs sur mon expérience, à savoir le VBA, le Python et le C Sharp. Et chacun de ces langages-là ont un but assez précis. Le VBA, par exemple, si vous prenez, c'est un langage intégré à la suite Office. Et si vous voulez manipuler du Excel, c'est génial. Voilà, le VBA, pour faire du Excel, pour automatiser des tâches en Excel, il n'y a pas mieux puisque c'est intégré dans Excel. Alors, la problématique du VBA, c'est que, ça nécessite un pack Office. Donc, si vous n'avez pas de pack Office, vous ne pouvez pas utiliser du VBA. Donc, pour déployer une application, c'est uniquement avec des gens qui ont le pack Office. Et le pack Office n'étant disponible que sur Windows et Macintosh, ça limite quelques utilisateurs, notamment sur la partie technique avec des Linux. Mais bon, le VBA, vu qu'on va utiliser du Excel, c'est souvent des opérationnels qui vont avoir Microsoft, donc il n'y a pas trop de réels sujets. Alors, le VBA est un langage vieillissant. Faut se dire que la dernière version du VBA, c'est le 7.1 2013. Donc, on est en 2024, ça fait plus de 11 ans. Donc Microsoft ne crée plus rien autour du VBA. Ils le laissent dans Excel parce qu'ils savent que beaucoup de boîtes utilisent le VBA, donc on ne peut pas couper la vie de certaines boîtes sur ça. Donc il est toujours dans Office, mais pas d'évolution. Et ça se ressent quand vous faites du VBA. Il y a plein de choses qui manquent. On ne peut pas faire de tri nativement, on ne peut pas faire de filtre. Si on veut en faire, il faut utiliser des coms comme Excel. Et du coup, la conséquence, c'est que le VBA, pour faire quelque chose de simple, on se retrouve à faire des boucles et des boucles imbriquées. Et dans ce cas-là, on arrive avec 100 lignes de code assez facilement pour quelque chose de simple. Donc c'est un langage assez vieillissant. Le VBA a aussi un autre inconvénient, c'est qu'il est peu scalable. Ce qu'on appelle la scalabilité, c'est qu'en fait, si on a besoin de beaucoup plus de ressources, c'est limité ici à Excel. Donc si on veut faire des programmes beaucoup plus lourds, le VBA ne va pas tenir. Et on va avoir aussi un dernier défaut qui va être le versionning, qui va être compliqué. VBA étant dans un fichier Excel, tous les outils de versionning, donc le versionning, c'est le fait de garder en fait le code à jour au fur et à mesure. Le VBA, avec le VBA, c'est très compliqué de maintenir ce versionning. Donc on se retrouve côté opérationnel avec des dossiers avec ma macro numéro 1, V2, V3, jusqu'à la V21, la V22, etc. Et on ne peut pas comparer les codes entre la V22 et la V3, par exemple. Alors que sur les langages de programmation aujourd'hui, avec des GitHub, etc., il est assez simple. Alors, cette décommission de VBA s'accompagne par Microsoft par la création de nouveaux outils, bien entendu. Ils ont créé les puissances Power, les Power Query, les Power BI pour faire des reporting, du traitement de données en masse. Donc, en fait, ces outils-là rendent aussi le VBA de moins en moins intéressant avec le temps. Si on veut faire du traitement de data, autant utiliser du Power Query. Si on veut faire de la mise en forme, il y a des cellules conditionnelles possibles avec Excel. Moi, dans le passé, j'ai vu des codes en VBA. Le seul but, c'était de transformer des cellules en vert et en rouge en fonction si le PNL était positif ou négatif. Bon, c'est un peu dommage d'utiliser du VBA pour faire ce genre de choses, alors qu'il y a des fonctionnalités Excel qui permettent de le faire aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, Microsoft a essayé de combler un petit peu l'arrêt de VBA par ces outils-là.
par le fait de rajouter des modules en fait dans Excel pour contrecarrer tout ça. Alors, bien entendu, le VBA s'arrête, mais Python prend la relève aujourd'hui en termes d'évolution. Et Python, il va être beaucoup utilisé aujourd'hui sur la partie opérationnelle pour plusieurs raisons. Le premier, bah, c'est que c'est un langage interprété, on l'a dit, avec tous ses avantages. Il est facile à apprendre et il fonctionne en script. Ça, c'est un avantage, comme le VBA. En script, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on donne les instructions les unes après les autres et ça s'exécute. Il n'y a pas besoin de créer des classes, il n'y a pas besoin de créer d'ingénierie, on va dire, technique sur de l'informatique. Pas besoin de créer des grosses architectures. Le Python, on a un code, un fichier texte, c'est séquentiel et ça tourne. C'est pour ça qu'aussi il est beaucoup utilisé. Il est facile à installer, hein. Aujourd'hui, vous voulez installer Python, bah, vous utilisez Anaconda. Anaconda, c'est un logiciel. Vous faites suivant, suivant, suivant. C'est installé sur votre machine. Et si vous n'avez pas envie d'installer de Python sur votre machine parce que vous n'avez plus de place ou pour des raisons de sécurité, vous avez la possibilité d'utiliser le cloud de Google qui s'appelle Collaboratory, qui permet en fait de faire du code en ligne. Donc même plus besoin d'installer quoi que ce soit sur son ordinateur, on peut y aller. Dès lors qu'on a un compte Gmail, on peut faire du code de Python directement en ligne. Python va avoir une très bonne communauté. Et dans cette communauté, comme on l'a dit, des packages externes, etc. Mais aussi, surtout, avec l'intelligence artificielle, on a ChatGPT. Et ChatGPT, quand vous lui demandez un code, il va tout de suite vous répondre en Python. Et faire du debug, donc c'est-à-dire corriger ces bugs avec ChatGPT, fonctionne très bien. Vous lui mettez votre code, vous lui mettez votre bug, il va tout de suite vous répondre avec un code corrigé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial, là où le VBA, c'est un peu plus limité, puisque le VBA étant plus ancien et moins de communauté, on a moins cette entraide qu'on peut retrouver dans ChatGPT et même sur le net. Python, pourquoi on peut l'utiliser? Pour à peu près tout, hein, en général, de l'automatisation, de la manipulation de données, du site internet, du tableau de bord. Moi, je sais qu'un des projets que j'avais eu, c'était bah, de calculer bah, les ajustements de valorisation. Et pour ça, en fait, on avait des API. Donc, les API, c'est des petits serveurs à droite à gauche qui vont faire un job. Moi, j'avais une API de données de marché. Bah, avec Python, je me connectais dessus, je récupérais les données de marché, je faisais mes calculs. Voilà, potentiellement, j'appelais des pricers, donc qui était notre API. J'avais mes résultats et j'envoyais ça dans le PNL du trader via une autre API. Donc en fait, Python, en termes d'automatisation, ce qu'on peut faire, c'est se connecter à des API, différentes API, pour retraiter des données, faire des calculs, etc., puis envoyer ça dans un autre système. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut faire en Python. Un autre exemple, c'est des dashboards. On peut se dire, bah, par exemple, on veut créer un pricer et on veut que quelqu'un puisse l'utiliser sans utiliser de code. On peut faire un petit tableau de bord, on change les petits paramètres, etc. Ça va être un petit exemple qu'on va faire juste après. C'est assez intuitif pour un client qui n'a pas envie de faire de code. Un tableau de bord, 2-3 clics et hop, on a nos résultats. Donc voilà, le Python permet de faire en fait tout ça et on va le retrouver à la fois dans les équipes opérationnelles aujourd'hui, donc dans les équipes risque, trading, structuration, mais aussi sur la partie informatique puisque les IT dans les différentes entreprises vont utiliser le Python pour créer des clients, c'est-à-dire des packages internes qui vont être très très utiles pour les opérationnels. Donc en fait, l'opérationnel n'aura pas besoin de créer tous les connecteurs à des API. Il y aura des IT qui auront créé des petits packages qui vont simplifier la vie où en une ligne, on pourra faire ce qu'on veut. Donc voilà, voilà un petit peu sur le Python par rapport au VBA. Rapidement sur le C Sharp, c'est un langage qu'on va plutôt retrouver côté informatique, qui va être beaucoup plus lourd à apprendre, parce que derrière, il va y avoir quand même une ingénierie à saisir. Et sur cette ingénierie-là, il va y avoir une courbe d'apprentissage qui va être un peu plus dure et le code va être un peu plus compliqué à écrire. Donc le C# va répondre à beaucoup de choses et comme c'est un langage compilé, en termes de déployabilité, il va être très simple. Mais on va retrouver ce langage de programmation uniquement côté informatique. Alors sur ce point-là, on va vous faire passer un petit sondage. Quel est votre niveau en Python? Si vous pouvez répondre à ce sondage-là, comme ça me permettra aussi d'avoir un petit peu une vision de votre niveau en code.
n'hésitez pas, hein, vous pouvez cliquer sur plusieurs réponses possibles. Donc, quel est votre niveau en Python? 1, je découvre le langage. 2, les bases. Ce que je vais appeler les bases, c'est les variables, les conditions, les boucles, la programmation de base. La manipulation de données, donc par exemple Panda, ou le machine learning et l'intelligence artificielle. Juste petite question, Laurent. Machine Oui, learning et intelligence artificielle, ce n'est pas savoir utiliser ChatGPT. On est d'accord. bien sûr. C'est utiliser des modèles pour calibrer ses propres données. Ok. Bien entendu, c'est une bonne remarque. Donc, je ne coche pas cette case. Du coup, non. Alors, j'ai pas les résultats du sondage du coup. Ah, c'est bon. Alors, les résultats sont là. Vous êtes 52% à découvrir le langage. 45% d'entre vous connaissent les bases, dont 22% la manipulation de données, et 4% d'entre vous le machine learning et l'intelligence artificielle. Euh, donc c'est plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la partie data avec Pandas, étant une librairie très forte pour le Python, je dirais que c'est la librairie numéro 1 du Python. On maîtrise Pandas, on peut faire beaucoup de choses du coup en Python. Euh, c'est une des bases à avoir après les bases, on va dire, de programmation. Donc, pour vous, en général, ce qui va être intéressant, ça va être, quand on reviendra sur la partie comment apprendre le Python, c'est de, bien entendu, voir les différents curriculums du CFA. Alors, on peut aussi passer au deuxième sondage. On avait préparé aussi un deuxième sondage qui est plutôt en termes de langage de programmation. Potentiellement, vous ne connaissez pas forcément le Python, mais vous pouvez connaître un autre langage de programmation. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir des familles. Euh, alors, si on passe sur le deuxième sondage, utilisez-vous d'autres langages de programmation que le Python? Non. Alors non, ça peut être même pas du tout Python, hein. Oui, l'idée, c'est plutôt d'avoir une famille VBA, R, MATLAB, donc des langages très opérationnels. Oui, C Sharp, C++, Java. Dedans, l'idée, c'est plutôt des langages, on va dire, très tech, très IT. Et oui, SQL, qui est un langage de programmation, en tout cas de requêtage de données, qui peut être utilisé de manière indépendante au langage de programmation classique. Alors, les résultats sont les suivants. Donc, non. Alors, dans le cas où vous n'utilisez pas d'autres langages de programmation, il y a des bases en algorithmie à acquérir. Donc, il va falloir bien revoir tout ce qui va être boucle, conditions, etc., déclaration de variables et initialisation de variables. Si vous avez fait déjà du VBA et du R, donc 49% d'entre vous,
Dans ce cadre-là, en fait, le Python va être assez simple à prendre en main, puisque certes, la syntaxe ne sera pas la même, mais la logique de programmation, vous l'avez déjà. Si vous avez déjà fait du C#, du C++ et du Java, encore plus, et vous pourrez aller plus loin sur du Python, notamment avec tout ce qui va être l'orienté objet, qui reste possible, bien sûr, en Python. Et si vous avez déjà fait du SQL, une librairie comme Pandas ressemble beaucoup à du SQL. Certes, c'est pas la même syntaxe, mais toute la logique derrière sera la même. Vous allez retrouver des selects, des where, des sorts, donc des choses que vous connaissez déjà en SQL. Donc en fait, connaître déjà une base, ça permet d'aller plus vite dans son apprentissage du Python et, ça permet de monter très très rapidement, je dirais en moins de 10 heures sur un langage comme Python, monter en charge en compétences en moins de 10 heures sur du Python. Très bien. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est une petite session sur la fonction factorielle. L'idée, c'est un peu de voir comment fonctionne cet aspect concis en fait de Python. Et pour ça, on va revenir un petit peu sur la fonction factorielle. Alors, pour rappel, la fonction factorielle, c'est une fonction mathématique. C'est celui qu'on appelle le n, point d'exclamation, qui signifie, en fait, jusqu'à n, je fais la multiplication de tous les entiers. Donc je fais 1 fois 2 fois 3 fois etc. jusqu'à fois n. Ça, c'est la fonction factorielle en mathématiques. On a un petit cas par défaut dans cette fonction factorielle, c'est que la factorielle de 0 est égale à 1, sinon on aurait une factorielle toujours égale à 0, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et cette fonction va être utilisée essentiellement en probabilité. Alors, cette fonction-là est souvent utilisée en test d'algorithmie quand on passe un entretien opérationnel, qu'un recruteur veut tester rapidement si la personne sait coder, on va faire passer le test de la factorielle. Donc en fait, comment on code cette partie-là? On voit que la factorielle, ça reste une sorte de boucle. Alors, ce qu'on appelle une boucle, c'est quelque chose que l'on répète. Vous voyez bien que en fait, ce que l'on répète ici, c'est une multiplication. On va de 1 à n et on multiplie sur notre résultat le nombre actuel. C'est-à-dire que si on veut faire la factorielle de 5, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et en informatique, comment on matérialise ça? On dit pour tous les nombres i allant de 1 à 5, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une variable qui s'appelle f, qu'on initialise à 0, à 1, excusez-moi, à 1, parce que je vous ai dit que la première valeur c'est 1. Pour tous les nombres allant de 1 à 5, qu'est-ce que je fais? Je dis que f égale f fois i. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire on va alimenter notre variable f à chaque nombre. Donc là, on a bien une fois 2, puis après on va rajouter fois 3, puis fois 4, puis fois 5. Et ça, à la fin, ça va nous donner notre factoriel, notre f. Alors, comment on fait ça? Alors, ça a l'air simple, en 3 lignes, l'algorithmie, elle est faite. Comment on le matérialise sur les différents langages de programmation? En VBA, on va l'avoir comme ça. Alors, en effet, là, je l'ai fait de manière récursive. En gros, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une boucle, on peut réduire sa forme en disant que c'est la même chose que la factorielle d'avant fois le nombre actuel. C'est une simplification et ça permet de faire une boucle implicite. Donc en gros, c'est comme si je disais, OK, je veux la factorielle de 5, c'est comme si je calculais la factorielle de 4 fois 5. Voilà. Comment on le matérialise en résultat? On va créer une fonction factorielle. Donc là, en VBA. Donc là, l'exemple, il est en VBA. Donc en VBA, pour déclarer une fonction, mes fonctions et end function à la fin. Le nom de la fonction, on dit quel est son type et quel est son résultat. Voilà. C'est assez lourd, fonction, as, les noms de variables, etc. On voit qu'il y a beaucoup de mots à écrire. Si la factorielle de 0 égale 1, si on calcule la factorielle d'un nombre pour 0, le résultat, ça va être 1, c'est le 0, point d'exclamation égale 1. Sinon, on dit que c'est factoriel, ça va être égal au nombre en question, donc le n, fois
cette fonction-là pour le nombre d'avant, donc pour n-1. Donc là, vous voyez que le if, pour déterminer les différents cas, on va avoir un if, un then, un else et un end if. Donc on doit écrire des mots pour signaler ici une condition, ici pour dire que c'est dans le cas où n n'est pas égal à 0, et dans le cas où on veut fermer en fait cette condition. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mots à écrire en VBA. Si on passe en C#, là on voit qu'on a déjà 2 fois plus de lignes. On va pas trop rester dessus, mais l'idée de dire, c'est qu'en C#, vu qu'on est sur un orienté objet, on doit déclarer des classes, il y a des accolades partout. C'est un peu plus compliqué à lire. Pour le Python, on voit que là, tout de suite, le code est beaucoup plus réduit. Quand on veut créer une fonction, on n'a pas besoin d'écrire fonction et le type de retour. On a juste besoin d'écrire, OK, on définit par def. Def, ça signifie je crée une fonction, le nom et la variable. Une fois qu'on a la variable, on fait un test. Le test ici, vous avez juste besoin de mettre si, du coup en if en anglais, votre test, 2 points, et juste par faire en faisant une indentation ici, une indentation c'est de laisser de l'espace, il va comprendre que le bloc du if comprend return 1. Donc ça simplifie énormément le langage. Visuellement, on arrive à le lire. On lit très vite en fait qu'il y a deux conditions. Si n égale 0, sinon. Beaucoup plus rapide à lire que la syntaxe précédente. Donc voilà un petit peu sur la fonction factorielle. Alors ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer aussi comment on peut coder en Python, et on peut le faire à partir de Google. Donc si vous utilisez Google directement, dans votre Google Drive, avec le petit plus ici, vous pouvez chercher ce qu'on appelle Colab. Voilà, Collaboratory, et pas Pizzeria. Et quand vous cliquez ici, vous cliquez sur Installer, ça vous permet de créer des fichiers Python. Et donc là, vous pouvez exécuter du code. Et donc là, par exemple, un exemple que j'aime bien et que j'utilise souvent lors de mes formations, c'est la valorisation d'obligations. Alors, j'ai rappelé comment on calcule une obligation, hein, c'est la somme des flux actualisés, des flux futurs, hein, coupon et principal. Là, ce qu'on voit, c'est que là, ici, l'idée au début, c'était juste de faire un peu tout le process. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le facteur d'actualisation par période. Si on a plusieurs périodes, il faut retraiter le facteur d'actualisation, dit discount rate. Ensuite, on calcule notre coupon, qui est juste le coupon fois notre taux de coupon divisé par le nombre de coupons par an. Vous voyez qu'ici, je fais la present value du coupon en faisant une somme et une boucle sur chaque coupon. Donc vous voyez qu'en une ligne, on peut faire une boucle. Donc on va vérifier chaque coupon et actualiser sa valeur. La valeur présente du principal, et à la fin, on peut calculer la valorisation de ce bond en faisant la somme des deux éléments. Donc ça, c'est, on décompose chaque étape. Informatiquement, il faut toujours décomposer des étapes. Ça permet aussi de tester aussi que l'algorithme fonctionne bien. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est packager tout ça dans une fonction. Ça reprend juste ce qu'on a vu juste avant, les différentes étapes. Alors, une fois qu'on a fait une fonction comme ça, ce qui est assez simple aussi en Python, ça va être derrière de créer des dashboards. Donc là, en fait, j'ai repris ce code-là en ajoutant un package qu'on appelle Streamlit. Donc j'ai fait import Streamlit ici. Ici, ça va me donner une page web à terme avec un titre. Donc title, ici, ça s'appelle Webinar Bond Pricing. Là, ici, je vais demander des informations à mon utilisateur. Donc là, ici, je vais créer un bouton Discount Rate, un bouton Coupon Rate, ici Face Value, etc. Là, j'ai remis ma fonction de pricing et je lui dis exécute-moi la fonction de pricing. Donc là, vous voyez, en 70 lignes, un petit peu plus parce que je crée un petit graphique après. Donc en 100 lignes, on va créer un petit dashboard. Voilà, donc je vais exécuter ce dashboard-là. Alors le Python, des fois, il ne faut pas avoir peur de faire un peu de ligne de commande, mais quand vous installez un package, ce package-là va toujours avoir en fait ce qu'on appelle une documentation.
Et cette documentation va vous expliquer comment écrire, par exemple, cette ligne de commande pour lancer l'application Streamlit. Et comment utiliser aussi chacune des applications. Donc là, vous voyez, l'application se lance. Et donc là, en 100 lignes, on a un petit pricer de pricing, d'obligations. On change le discount rate, on peut changer le coupon rate, etc. Donc là, par exemple, si je passe le discount rate à 7%, bam, vous voyez que le prix du bond a diminué. Hop, si je le passe à 5, hop, voilà, on retrouve un petit peu tout ce qui est autour du pricing d'une obligation. Et en fait, vraiment en 100 lignes, on a créé un petit tableau de bord pour proposer à quelqu'un cette application-là. Donc la personne pourra y accéder juste en l'installant et en lançant son navigateur sans faire de code. Donc ça, c'est des choses qui sont assez géniaux avec Python. Alors, comment on peut apprendre le Python? En fait, quand vous voulez apprendre le Python, vous avez 3 étapes. En fait, d'abord, vous devez, premier point, savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre objectif. Parce qu'avec Python, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire vous pouvez utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, vous pouvez manipuler de la donnée, vous pouvez faire des tableaux de bord, et en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'allez pas avoir le même cycle d'apprentissage. Ça sert à rien de passer 60 heures à se former sur le Python pour apprendre comment se connecter à une application API, ce qu'on appelle un connecteur. Un connecteur, c'est quoi? C'est je me connecte à un autre serveur directement avec Python. J'ai pas besoin de savoir ça si je sais que je ne vais jamais être en interaction avec une API. Donc si j'ai pas besoin, enfin si je suis pas en interaction avec ça, j'ai pas besoin d'apprendre ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire avec Python. Est-ce que je veux faire de l'automatisation, du traitement de données, de la création de sites web? Et dans ce cadre-là, en fait, si on veut faire que de l'automatisation, derrière, on va peut-être apprendre que le Pandas et la programmation de base. Si on veut faire du site web, on va plutôt apprendre du Django, etc., etc. Donc la première chose, c'est voir quels sont vos objectifs. Ensuite, deuxième étape, c'est pour répondre à ces objectifs-là, trouver un cours structuré qui permet de comprendre les éléments de base. Par exemple, le parcours du CFA Institute est génial pour tout ce qui va être introduction au Python et donc notamment les notions de base, à savoir les boucles, les conditions, la programmation, et ça va même un peu plus loin puisque on va jusqu'à la manipulation de données avec Pandas, qui est pour moi la librairie majeure de Python, avec bien entendu des applications en finance de marché puisque vous allez faire du Monte Carlo dans ce programme-là, donc un peu de NumPy qui est un outil pour faire du matriciel. Pour tous les fans de MATLAB et des langages matriciels, NumPy sera votre paradis. Alors ça, c'est pour le premier programme du CFA. Par contre, si vous voulez faire de la data science ou de l'intelligence artificielle, un deuxième programme existe qui s'appelle Data Science and AI. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir plusieurs types de modèles qui vont être présentés. Et vous allez utiliser notamment Keras et TensorFlow dans ce cadre-là pour utiliser ces modèles. Donc, ce sont des packages où derrière, ils vont avoir codé toute la logique en fait de ces modèles-là. Une fois que vous avez suivi un cours structuré, il faut passer à la pratique. Et pour passer à la pratique, il n'y a rien de mieux que de faire des exercices ou tout simplement aller sur le terrain et du coup faire des projets professionnels ou personnels. Alors cette partie-là peut être un peu déroutante au début, on peut ne pas savoir quel exercice faire. Il existe des plateformes où on peut faire des exercices comme ça, notamment le dojo donc, que je suis en train de construire et qui sera disponible à partir de juillet, où il y aura plein d'exercices de type financier. L'idée, c'est d'avoir des exercices d'application dans un premier lieu, donc comment on déclare une variable, comment on fait des boucles, comment on fait une structure de programmation. Et après, l'idée, c'est de passer à des projets qui vont être un peu plus compliqués, puisqu'il va y avoir beaucoup plus
de spécifications à respecter. Et dans ce cadre-là, on va avoir des projets de type risk management, du pricing. Amusez-vous, entre guillemets, à créer à calculer le prix d'un autocall, à calculer le risque de votre portefeuille, à automatiser des tâches récurrentes en Excel. Vous pouvez faire tout ça en tant que projet. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on apprend énormément sur le langage de programmation. Et quand je dis qu'on apprend à ce moment-là, on apprend aussi des réflexes. C'est-à-dire que quelque chose qui va mettre potentiellement 2 heures ou 3 heures à coder au début, avec les réflexes, on va aller de plus en plus vite. Et avec les outils aujourd'hui comme ChatGPT, quand on est coincé sur ce genre de choses, on peut demander à ChatGPT un peu d'aide en lui disant je suis un développeur expérimenté, tu es un développeur expérimenté, ChatGPT, j'ai écrit tel code, je souhaiterais à le faire fonctionner et j'ai le bug suivant, dis-moi comment je peux corriger mon code et explique-moi qu'est-ce que j'ai fait de faux. Et là, ChatGPT va vous répondre, ok, très bien, à ce moment-là, tu as fait une erreur à ce niveau-là. En effet, 0 divisé par 0, c'est pas possible. Donc, il faut que tu enlèves cette ligne-là, etc., etc. Et vous pouvez même utiliser ChatGPT pour l'amélioration de code. C'est-à-dire, vous avez codé quelque chose avec votre propre logique, mais vous pouvez vous dire, est-ce que ce code est optimisé? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire tourner plus vite? Et là, vous donnez le code à ChatGPT et vous lui dites, en tant qu'expert, est-ce que tu peux m'optimiser ce code en termes de vitesse? Et là, automatiquement, ChatGPT va vous proposer un nouveau code, quand il le peut, bien entendu, et vous aurez un code optimisé. Et n'hésitez pas à lui demander aussi des explications sur ce code-là. Donc la pratique, ça passe par des exercices et des projets, et on voit une courbe, on va dire, de facilité sur le Python par la suite, puisque le premier projet, on va mettre 2 heures, après on va mettre plus qu'1 heure, et après ça va vachement diminuer. Surtout que le Python, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, donc il y a des choses qu'on met 2 heures au début, et à la fin on met 5 minutes. Donc voilà pour cette session de webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre attention. Ce que je vous propose, c'est de répondre en direct à vos questions. Tu veux que je les lise ou tu les as sous les yeux? Je les ai sous les yeux. Je les ai sous les yeux et je vois que j'en ai répondu à quelques-unes directement. Première question que j'ai, c'est comment utiliser des API, exemple pour accéder aux données financières d'entreprise sur Python et sur Excel. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, en fait, une API, vous allez avoir plusieurs formes et ça va dépendre de ce que vous allez avoir en fait en tant que data provider. Par exemple, si vous avez Bloomberg, si vous avez un accès Bloomberg, il existe un package qui s'appelle BBG, développé en open source, qui permet de répliquer tous les connecteurs comme Excel, c'est-à-dire BDH, BDP, etc. C'est un package qui est génial parce que dès lors que vous avez créé votre premier fichier avec BDP, BDH, etc., en fait, vous avez juste à remettre bbg.bdp, les arguments que vous avez l'habitude de voir dans Excel, et ça va vous renvoyer une table. Une table qui est de type Pandas et que vous pouvez extraire très facilement dans du CSV ou du Excel. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut avoir en termes d'API, c'est se connecter via des data providers célèbres. Bloomberg, Reuters propose aussi son application Python, et même ces notebooks Python. Donc, c'est-à-dire que Reuters va vous proposer même des notebooks d'exemple pour se connecter à leurs API. Après, si vous êtes sur des API, on va dire, moins externalisés, mais plutôt internalisés, là, c'est plutôt dans votre service IT qu'il faut se renseigner pour savoir s'il existe une base de données de market data et vous connecter directement à ces données-là. Par exemple, chez Société Générale, on avait un outil, il fallait avoir accès, donc on demandait les accès. Et une fois qu'on avait les accès, on avait un package interne qui nous permettait d'accéder à cette base de données. Donc, je demandais par exemple les prix de BNP, les prix de n'importe quelle action, ou des ratings, ou peu importe. Et derrière, j'avais les résultats. Donc ça, derrière, c'est fourni avec une documentation qui explique comment utiliser l'API. En espérant que c'est répondu à la question, n'hésitez pas à rajouter la question si je n'ai pas rempli toute la réponse. Qu'entend-on par connecteur?
Alors, un connecteur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement le fait de se connecter à un API, à une API. Une API, en fait, c'est un serveur sur lequel on va pouvoir récupérer des données. Le connecteur, c'est quoi? C'est on va se connecter à ce serveur-là pour récupérer des données. Voilà, un connecteur, c'est juste ça. C'est un mot un peu plus sympa que ce qu'on va utiliser en informatique. Souvent, on va utiliser le terme client. Par exemple, votre navigateur web, Edge, Chrome ou Firefox, est un client, un connecteur pour Internet. Puisqu'Internet, c'est que du flux texte de base. On échange du texte. Le navigateur va vous mettre en forme ce flux texte. Un des atouts de VBA pour les néophytes est qu'on peut lancer une macro et voir comment le code se construit. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire sur Python? Alors, ça, c'est c'est ce qu'on appelle, oui, l'enregistreur de macro. Alors, l'enregistreur de macro, en effet, est très pratique et c'est, je pense, la qualité du VBA, notamment dans l'apprentissage. Malheureusement, il n'existe pas quelque chose comme ça en Python. Euh, mais, euh, mais ce qu'il faut avoir en tête en Python et vu les technologies d'aujourd'hui, c'est que si vous êtes très précis dans votre demande, vous pouvez la faire à ChatGPT qui vous répondra bien. Et je dirais que c'est aussi un des désavantages de Python, contrairement à VBA, c'est que Python n'est pas intégré dans Excel, en tout cas pas aujourd'hui. Enfin, Office commence à créer cela, c'est-à-dire qu'ils ont créé dans leur dernière version de 365 un Python imbriqué, mais pour le moment il est vraiment très très jeune, donc il n'y a pas beaucoup de choses disponibles. Euh, donc Python, en fait, c'est indépendant d'Excel. Si aujourd'hui vous voulez faire une automatisation d'un processus pur Excel, par exemple créer des feuilles, imprimer en PDF, etc., Python, ça va être à côté. Ça signifie que Python ne va pas être intégré directement dans votre fichier Excel. Et ça, je sais que c'est un des désavantages en fait du Python nativement, et que certains logiciels, notamment j'ai en tête le Excel Wings, qui permet d'intégrer du Python dans Excel, qui permet de, entre guillemets, remplacer le VBA, mais il n'y aura pas d'enregistrement de macro non plus. Donc ça, c'est vraiment la limite, on va dire, du Python en termes d'apprentissage. Si vous voulez l'apprendre comme du VBA en termes d'enregistrement de macro et on voit ce que ça donne, Python n'aura pas ça. Il faudra chercher directement sur Internet. Comment donner accès à un programme Python à un utilisateur tout en gardant le code confidentiel? Très bonne question. C'est la limite, encore une fois, de Python. Vu que c'est pas un langage compilé, on peut pas donner un exe, donc cacher entre guillemets ses sources. Cependant, de base, quand on veut donner le code Python à quelqu'un, on est obligé de donner tout le code. Et même en termes de déploiement, c'est assez compliqué, comme je l'avais expliqué au début, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que la version de Python est en ligne entre la personne qui va partager son code et la personne cible. Ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu embêtant. Et si on veut protéger le code, la seule chose qui va exister aujourd'hui, c'est des packages qui vont, entre guillemets, réécrire un code Python en cachant, c'est ce qu'on appelle obfuscate, euh, qui va cacher en fait le contenu du code. Alors, ce ne sera pas un code protégé, ce ne sera pas un code compilé, c'est-à-dire que ces outils-là ont des failles, euh, mais c'est une des étapes pour, entre guillemets, protéger le code. Ce qu'il faut savoir, c'est que un code ne sera jamais totalement protégé avec Python. C'est un des désavantages. En VBA, c'était le même cas. Le VBA, on pouvait mettre un mot de passe, sauf que quand on sait qu'en VBA, ce mot de passe-là est très facilement enlevable, vous changez juste un fichier XLS, vous l'ouvrez en bloc-notes, vous changez 3 caractères dans le fichier XLS et vous pouvez accéder au code VBA. Le code VBA est encore moins protégé que le Python, puisqu'il n'y a vraiment rien qui permet de protéger un code VBA. If you have one big disadvantage being the matching time lost in compiling with an open society, is there something being done to address this? Alors, je n'ai pas forcément de réponse sur cette question. Je me permets de la garder en tête et d'y revenir un peu après, si ça vous va. Similaire à ce que vous disiez sur Excel qui évolue pour poser les fonctions VBA, je trouve que les fonctions
Alors, j'ai perdu. Je trouve que les fonctions Church et Worksheet proposées par Bloomberg sont juste monstrueuses et je ne suis pas sûr d'avoir de besoin de Python. J'arrive à bien screener mes instruments financiers, faire des charts de nanana. D'après vous, a-t-on besoin de Python quand on a Bloomberg? Alors pour moi, les deux n'ont pas le même usage, hein. Bloomberg, ça va vous permettre de... Alors il y a deux phases, hein, dans Bloomberg. Il y a le terminal, d'une part, où vous allez voir des données et potentiellement les retraiter directement dans ce terminal, où vous allez récupérer ces données. Pour moi, le Python va être utile dans ce cadre-là si je sais que tous les soirs, je dois faire un report de mon portefeuille, je veux calculer le PNL, j'ai besoin des données de marché. Bah là, plutôt que de dire, OK, j'ouvre un Excel, je récupère avec un BDP tous les prix, je calcule mon PNL à la main, etc. En fait, le Python peut faire ça automatiquement. Il peut aller sur Bloomberg, récupérer la donnée, faire la différence de votre PNL daily et après vous envoyer la synthèse. Pour moi, le Python, ça va plutôt s'inscrire dans un process d'automatisation. C'est-à-dire que le Bloomberg va être utilisé comme un outil en milieu et ne va pas remplacer Bloomberg. Donc, on pourrait en soi faire un site web en Python interfacé avec Yahoo Finance et de la visualisation graphique. Où y a-t-il des contraintes, temps de latence, nombre de requêtes limitées, etc. Alors là, ce que vous allez avoir comme contrainte, bah, ça va être votre Yahoo Finance. Typiquement, si votre Yahoo Finance est limité, il me semble que Yahoo Finance limite les requêtes. Alors, il y a de quoi faire, hein. Il me semble que vous pouvez faire 1000 requêtes par heure, voire 10 000 par heure. A priori, vous pouvez y aller. Voilà, ça va être une question de réseau. Si vous êtes en ADSL ou sur du bas débit, vous allez mettre 3 heures à récupérer toutes ces données. Donc, vous aurez de la latence sur votre tableau de bord à cause de ça. Après, Python pourra répondre à cette thématique assez facilement. Si votre portefeuille est constitué de 1000 titres, 3000 titres, vous n'aurez pas de problématique non plus de mémoire. Là où vous aurez des problématiques, ça va être dès lors que vous allez récupérer beaucoup de données, mais ça, cette problématique-là, vous l'aurez sur n'importe quel langage de programmation, puisque derrière, ça s'appelle gérer sa mémoire, et gérer sa mémoire, c'est des techniques avancées, en fait, dans tout langage de programmation. Donc, dès lors que vous êtes sur quelque chose, on va dire, je vais dire à taille humaine, mais quelque chose de correct, il n'y aura pas de problème sur les temps de latence et sur les limites de Python pour se connecter à du Yahoo Finance. Quel niveau de maths est nécessaire? Alors, je suppose c'est pour apprendre à faire du Python. Le niveau de maths nécessaire, ça va être l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et allez, la fonction exponentielle. Enfin, exposant, c'est-à-dire 2 puissance 5, par exemple. Laurent, on a beaucoup de questions. Je vois le temps qui file. On peut Ouais, peut-être en prendre encore une ou deux. Et après, on invite les participants à poser leurs questions, à te poser leurs questions directement. Tu es OK pour ça, pour qu'ils te contactent directement si besoin? ouais, il n'y aura pas de problème. Je peux en répondre encore à deux autres et puis on termine là-dessus. On fait ça. Tu peux donner tes coordonnées. Donc, il y a ton site web fit-formation.com. Ouais, vous allez recevoir à la suite en fait de ce webinaire un mail où dedans il y aura un lien où vous pourrez récupérer les supports et dessus vous aurez aussi tous les liens de contact pour me contacter directement et notamment sur tous les services que je propose aussi. OK. Ce qu'on va faire, on va enregistrer les questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui, mais qui sont déjà posées. On te les transmettra à Laurent pour que tu y répondes Ouais, par mail, si possible. Et puis voilà, on va partager les supports et tes coordonnées. De toute façon, il y a une deuxième session la semaine prochaine. Je crois que c'est le 10, donc le lundi c'est 10. ça, lundi prochain. Et c'est le soir, cette fois-ci, il me semble, hein. Non, plutôt 13 heures j'avais en tête. Plutôt 13h. OK. Plutôt fin de déjeuner cette fois. Très bien. Super. Donc, encore une ou deux questions et puis on va clôturer ce webinaire, OK? Ça marche. Bonjour, tu peux en dire plus sur le dojo et comment y accéder? Alors, le dojo, il est encore en cours de développement de mon côté. Il sera accessible à partir de juillet. Et dedans, en fait, ça va être une plateforme où il y aura des énoncés d'exercices. Par exemple, la fonction factorielle.
et vous devrez y répondre. Et en fait, vous allez coder dessus. Si vous avez des erreurs, je vais vous dire qu'il y a une erreur en fait sur votre résultat et comment l'améliorer. Donc en fait, derrière, ça va être un ensemble à la fois un petit peu d'IA de mon côté qui va vous répondre en disant voilà comment améliorer votre code, quelles sont les erreurs, etc. Donc l'idée, c'est de se trouver en fait des exercices pour apprendre pour pratiquer le Python. Et il y aura aussi une section projet où là, je vais reprendre des projets euh, que j'ai vu en entreprise, hein. Par exemple des calculs de vol, des calculs de tracking error, des pricers, qui sont aussi des projets que moi je donne à l'université puisque je suis enseignant à l'université Paris-Dauphine. Et ça, c'est des choses que vous pourrez en fait directement sur la plateforme. Vous faites votre code et ça va vous répondre, OK, votre code il est bon, votre code il est pas bon et pourquoi il serait pas bon. Voilà, c'est une plateforme un peu autonome où vous pouvez vous y connecter quand vous voulez, faire les exercices quand vous voulez, etc. Euh, Cette plateforme-là n'étant pas encore terminée, elle sera disponible courant juillet. Peut-être la dernière Euh, question de Nathalie. Tu as sauté la question de Nathalie un peu ah, sur Jupyter Notebook. Excusez-moi Nathalie. Alors, Jupyter Notebook, c'est quelque chose qui est assez sympathique, qui est un atout de Python. J'en ai pas parlé, merci pour la question. Jupyter Notebook, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet, c'est un peu ce que je vous ai montré, hein, c'est quelque chose qui permet en fait à la fois de mélanger du texte et du code. Donc là, si vous faites quelque chose de recherche, vous pouvez expliquer, voilà, je vais faire une recherche, voilà, par exemple, je veux valoriser en fait des obligations. Comment je valorise cette obligation-là? Bah, c'est simple, il me faut la face value, le coupon rate, le payment frequency, etc., etc. Voici la formule de calcul. Donc là, on peut expliquer, on peut mettre un peu de texte, on peut illustrer ça. Et derrière, vous allez avoir des phases de code. Et ces phases de code, vous avez juste à lancer chaque phase de code et ça va vous permettre en fait d'avoir la réponse. Donc là, par exemple, j'ai initialisé 5 variables. Donc voilà, là, ça se connecte. Voilà. Alors, Google est un Jupyter Notebook, hein, déguisé, bien entendu. Donc là, par exemple, je veux faire quoi? Je veux calculer mon discount rate par période. Bah, je fais discount rate divisé par le nombre de périodes et je lui demande de me retourner la valeur de R. Voilà. Donc là, il me dit, bah, c'est 3%. En effet, discount rate étant de 6%, je divise par 2, ça fait bien 3%. Hop, je veux exécuter cette partie-là. OK, super, ça fait 25. Voilà, par exemple, si j'ai envie de mettre un petit commentaire, je clique sur texte. OK. Le coupon de cette obligation est de 25, etc. Voilà, vous mettez votre petit commentaire. Et ça, ce Jupyter Notebook, c'est un fichier qu'on dit IPYNB. Vous pouvez le partager à quelqu'un d'autre pour qu'il relance aussi vos calculs. Donc ça, c'est en fait, c'est du Python un peu moins, parce que le Python de base, c'est du fichier texte pur. Là, l'idée, c'est de mettre un peu de forme autour du Python et c'est sympathique pour tout ce qui va être recherche et projet. Super. Merci Voilà. beaucoup, Laurent. Merci à la CFA Society France de permettre ce type d'événement. Merci à Fit Formation, ta société, Laurent. Et ce n'est pas fini. Rendez-vous lundi prochain à 13 heures donc. Merci à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. À bientôt.